messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. En visite officielle à La Havane, le Premier ministre a été reçu par le chef du département des relations extérieures du Parti communiste de Cuba. Et dans les montagnes reculées de l'Atlas, c'est la course contre la montre pour retrouver des survivants 5 jours après le plus puissant séisme jamais enregistré au Maroc. Nous sommes le jeudi 14 septembre 2023. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Lors de sa visite officielle à Cuba, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné d'une importante délégation, a eu une rencontre hier avec le chef du département des relations extérieures du Parti communiste de Cuba, Emilio Ratmir Lozada Garcia. Au cours de cette réunion, les deux dirigeants ont convenu de revitaliser la coopération politique entre Djibouti et Cuba en signant un mémorandum d'entente de coopération entre leurs partis respectifs au pouvoir, à savoir le RPP et le PCC. De son côté, le chef du département du PCC a souligné l'importance de créer un mécanisme favorisant l'échange d'expériences et d'informations entre les deux parties. Ils envisagent de discuter de la signature d'un accord de coopération à cet effet. De plus, le PCC s'est engagé à soutenir les efforts du RPP visant à promouvoir le progrès, la prospérité et l'émergence de Djibouti sur la scène régionale et internationale. Ils ont également invité Djibouti à participer en tant qu'observateur au prochain forum de Sao Paulo qui rassemble les partis politiques au pouvoir d'Amérique latine, d'Amérique centrale, des Caraïbes ainsi que de certains pays africains. Le chef du département du PCC a profité de cette occasion pour souligner l'excellence des relations historiques entre Cuba et les pays africains dans Djibouti. Toujours dans le cadre de sa visite officielle à Cuba, le Premier ministre a eu l'opportunité de rendre hommage à Fidel Castro en visitant le centre qui porte son nom, une institution unique dédiée à la préservation de l'héritage et des œuvres du célèbre leader révolutionnaire. Lors de son arrivée sur les lieux, il a été accueilli par Mme Sissi Abaya Diaz, sous-directrice du centre, et a entrepris une visite des différentes installations qui abritent ce trésor culturel conçu pour célébrer l'un des plus éminents révolutionnaires de l'histoire contemporaine. Le Premier ministre et sa délégation ont été impressionnés à la fois par l'architecture remarquable du musée et par la diversité des œuvres précieusement conservées en son sein. Le musée offre une rétrospective complète de la vie de Fidel Castro, de sa lutte pour l'émancipation des peuples à sa prise du pouvoir, en passant par ses voyages à l'étranger, ses discours, ses actions philanthropiques, ainsi que les batailles qu'il a menées pour libérer Cuba de toute ingérence étrangère, parmi d'autres aspects de sa vie et de son œuvre. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, ainsi que représentant permanent auprès de l'Union africaine, de la Commission économique pour l'Afrique, Abdi Mahmoud Haïbé, a officiellement présenté ses lettres de créance au président de la République des Seychelles. Cette démarche consacrait son statut de premier ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République des Seychelles, tout en maintenant sa résidence à Addis Abeba. Au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur a transmis au président des Seychelles les chaleureuses salutations de son homologue Ismaël Omar Guelleh, ainsi que ses vœux sincères de paix et de prospérité pour le peuple des Seychelles. De son côté, le président des Seychelles a exprimé ses félicitations au nouvel ambassadeur pour sa nomination et lui a souhaité la bienvenue officielle en tant que représentant diplomatique de Djibouti. À la une également, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a participé aujourd'hui à la séance plénière du groupe de haut niveau sur la CIPD et la déclaration du Caire de 2013 sur la population et le développement par vidéoconférence. Le panel s'est concentré sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD et de la déclaration du Caire de 2013, ainsi que sur les
défis qui subsistent. Le programme d'action de la CIPD est un document fondamental qui a été adopté lors de la conférence internationale sur la population et le développement au Caire en 1994. La déclaration du Caire est un document de suivi qui a été adapté lors de la conférence d'examen sur la population et le développement en 2013. Le programme et la déclaration du Caire constituent des cadres globaux pour la promotion de l'égalité des sexes, de la santé sexuelle et reproductive et du développement durable. Ces documents appellent tous les gouvernements à veiller à ce que toutes les femmes et les jeunes filles aient accès à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité, y compris à la planification familiale et à ce qu'elles décident de leur propre vie. La ministre a souligné l'importance de veiller à ce que toutes les femmes et les jeunes filles aient accès à des services de santé de qualité, y compris le planning familial. Elle a également souligné la nécessité de s'attaquer aux inégalités entre les sexes et d'autonomiser les femmes et les filles. Nous l'écoutons. Concernant l'autonomisation de la femme, les différentes politiques développées au sein du ministère de la Femme mettent en place l'accès donc à des services financiers, aux services d'accès à la microfinance, le développement des mutuelles communautaires en zone rurale, ces mutuelles communautaires qui disposent en son sein de caisses de santé, mais aussi de caisses de microfinance, pour que les femmes de chaque village puissent avoir accès à le développement économique. Il y a aussi l'accès à la microfinance, qui est, elle, donc, la possibilité à ce que les femmes puissent disposer de microcrédits. Et l'autre élément que je voulais introduire, c'est l'accès, l'autonomisation de la femme prend en compte, donc c'est l'axe majeur de la politique nationale du genre. L'ensemble des financements internes et externes sont mobilisés et toutes les femmes en situation de vulnérabilité se trouvant dans le pays ou les zones géographiques très éloignées disposent de la capacité de pouvoir développer des activités n'importe où est-ce qu'elles se trouvent dans le pays. Dans le reste de l'actualité, le préfet de la ville, Abdi Siki Riyad, a tenu ce matin une réunion de concertation cruciale rassemblant un éventail de parties prenantes dévouées à la cause environnementale. L'événement a été marqué par la participation du ministre de l'Agriculture, ainsi que les sous-préfets des arrondissements, de la préfecture de Djibouti, des présidents de communes et des élus locaux. L'objectif central de ce programme est de créer un environnement urbain plus agréable en plantant des arbres sur les espaces publics. Cela vise à améliorer la qualité de vie des citoyens en contribuant à améliorer le climat et la qualité de l'air en milieu urbain. Cette réunion de concertation a permis de mettre en place une solide base pour la réalisation réussie du programme de plantation d'arbres. Les parties prenantes ont montré un engagement fort envers la préservation de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie dans la ville de Djibouti. Cette initiative prometteuse contribuera sans aucun doute à faire de Djibouti un endroit encore plus agréable à vivre pour ses habitants. Écoutez le préfet de la ville de Djibouti. Si on veut que ces programmes réussissent, il faut d'abord de la volonté de tout un chacun. Premier point. Deuxième point, il faut une collaboration étroite entre les deux institutions, la préfecture et la mairie et les communes. Nous avons montré l'exemple que nous sommes déterminés à travailler ensemble, étroitement. Il faut qu'on mette en priorité l'intérêt commun de notre population, de notre capitale. Donc je suis entièrement persuadé que si on a la bonne volonté, si on est vraiment déterminé à collaborer ensemble, ce projet va réussir. On ne va pas travailler comme ça dans le vide. On constitue, c'est à partir de ce comité de travail qui va nous planifier un plan d'action, un plan de travail, le planning, et nous, on va suivre. Suivons à présent un extrait du discours du ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awali. Le maire, le préfet, les sous-préfets, les communes ont répondu d'une manière vraiment enthousiaste et on dirait qu'ils ont dans le cœur la plantation d'arbres. Il faut un suivi. C'est important. Ce suivi aussi, c'est important parce qu'on considère Djibouti, premier jour, planter c'est facile, mais il faut arroser, entretenir, cercler, biner. Et même s'il meurt, il faut demander au ministère de l'Agriculture de le remplacer immédiatement. Ils vont remplacer. J'ai pris que tous nos vœux soient
traduit en réalité. Je vous remercie. Dans l'actualité également, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a accueilli aujourd'hui dans ses bureaux 17 bacheliers originaires des Comores venus passer les concours d'entrée à la faculté d'ingénieurs de médecine et de business d'administration. L'arrivée de ces étudiants a été rendue possible grâce à la coordination du consul qui occupe le poste donc, de consul honoraire de Djibouti auprès de l'Union des Comores. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'université de Djibouti. Cette réception de la première cohorte d'étudiants comoriens marque le début d'une initiative prometteuse, soutenue et encouragée par le chef de l'État. Elle témoigne de l'engagement de Djibouti à favoriser la coopération éducative entre les deux nations. Eh bien, les bacheliers comoriens ont exprimé leur entière satisfaction pour l'accueil qui leur a été réservé par les responsables des universités djiboutiennes. Cette initiative renforce les liens académiques entre les Comores et Djibouti, offrant aux étudiants comoriens l'opportunité de poursuivre leurs études dans des domaines cruciaux tels que l'ingénierie, la médecine et l'administration des affaires à Djibouti. Elle illustre également l'engagement des deux pays à promouvoir l'éducation supérieure et le développement des compétences dans la région. Écoutons le mot du président de l'Université de Djibouti, M. Jama Mohamed Hassan. Il s'est réjoui des relations existantes entre les deux pays. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous avons ici accueilli 17 étudiants des îles de l'Union des Comores, des étudiants tous mentionnés du baccalauréat de cette année, qui ont été sélectionnés par l'Université des Comores avec laquelle nous avons un partenariat et avec le consul honoraire de Djibouti aux Comores, M. Mohamed Sabroudine, qui a vraiment fait tout un travail et qui a permis à ce que ces étudiants puissent aujourd'hui venir à Djibouti et passer les différents concours, que ce soit à la faculté de médecine. Donc il y a 9 étudiants qui ont passé les concours de la faculté de médecine, 4 d'ingénierie et 4 de BBA. Et donc, Inch'Allah, d'ici dimanche, on attend impatiemment les résultats. Mais vu leur motivation, j'espère qu'ils vont tous réussir ce concours et rester avec nous à Djibouti. Et bien entendu, ceux qui vont être admis à ce concours seront à Djibouti et donc seront boursiers du gouvernement djiboutien et à travers l'université de Djibouti. Et ça, vraiment, on voudrait aussi remercier le ministère et le gouvernement djiboutien d'avoir octroyé cette bourse d'études à ces étudiants brillants des îles de Comores, ce pays ami avec lequel on partage que ce soit la religion, l'histoire, la géographie, avec lequel nous partageons beaucoup de choses. Et cette première cohorte, nous espérons qu'ils vont montrer l'exemple et le bon chemin aux différentes cohortes qui vont venir les autres années, Inch'Allah, à l'Université de Djibouti. Écoutons à présent les propos tenus par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Très heureux de vous accueillir dans mon bureau et c'est une journée assez spéciale. On vous attendait depuis longtemps. Nous avons rencontré votre ministre de l'Enseignement supérieur à l'ECI il y a quelques années et il nous avait déjà formulé cet intérêt qu'il portait pour Djibouti et l'échange qu'on pouvait avoir pour recevoir des étudiants chez nous. Donc aujourd'hui, c'est fait. Et c'est une très bonne nouvelle. Elle est faite bien sûr grâce aux efforts consentis par les deux présidents de l'université et les différentes conventions qui ont été signées et qui vont être signées entre eux. Ce que je veux dire, c'est que ça nous permet également au niveau de l'université de Djibouti de montrer l'évolution dans laquelle s'inscrit l'université de Djibouti. Après avoir accueilli des étudiants somaliens, après avoir accueilli des étudiants éthiopiens, aujourd'hui nous allons plus loin. Nous allons jusqu'aux îles de Comores. Et c'est un honneur pour nous de vous accueillir. Ce que nous souhaitons, c'est que cette coopération se consolide. Vous êtes, comme je l'ai dit souvent, les ambassadeurs de votre pays. Votre comportement, votre réussite va conditionner la suite de toute cette coopération universitaire et l'ouverture que vous allez faire par rapport aux autres étudiants qui sont aujourd'hui en première, qui vont être en terminale, etc. Je voudrais également souligner que nous avons pu réussir à être là où on est aujourd'hui que grâce
à la politique visionnaire de notre président de la République et je suis sûr qu'il sera, je suis convaincu qu'il est très heureux aujourd'hui de voir qu'on accueille des étudiants venus de si loin, mais également de si près, parce qu'on est tellement proches les uns et les autres. En tout cas, nous veillerons à ce que vous soyez très bien accueillis. La population, vous êtes chez vous aujourd'hui, je le répète encore une fois, que vous soyez dans des bonnes conditions de travail. La seule chose que je vous demande, c'est de réussir. Et voici à présent la réaction du consul honoraire de Djibouti auprès de l'Union des Comores. C'était juste donc à l'issue de la réunion. La première fois que les Comores ont envoyé des étudiants à Djibouti pour au moins faire un jumelage entre les deux pays. Je tiens d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir nommé ou donné la chance au ministre, à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et au président de l'université, de rendre les relations fraternelles, amicales entre les Comores et Djibouti tangibles. Parce que c'est des relations très anciennes qui existent. Et nos chefs d'État, nos deux chefs d'État, son Excellence Azali Assoumani et son homologue Al-Hajj Ismail Omar, ont voulu que ces deux pays se rapprochent parce qu'on partage presque tout. Donc aujourd'hui, il y a une concrétisation parce qu'on a commencé par l'éducation, c'est-à-dire il y a plus de 17 étudiants qui sont là actuellement dans le territoire djiboutien pour passer le concours d'entrée à l'université. Autre information, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre de coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui a été signé en juin 2023. Emmanuel Baye, chargé de la coopération internationale du ministère français de l'Éducation nationale, a co-présidé avec Mme Claire Lacam, inspectrice de l'éducation nationale anglais et lettres de Poitiers, la signature de la convention entre le lycée Camille Guérin et l'école d'excellence en présence du proviseur de l'école d'excellence et la proviseure du lycée Camille Guérin, Madame Sabine Dubernin. C'était donc dans l'après-midi d'hier. Également dans l'actualité avec cette convention de partenariat entre le lycée Excellence et le lycée Camille Guérin de Poitiers. La convention donc de partenariat signée ce lundi entre le lycée d'Excellence et le lycée Camille Guérin de Poitiers renforce la collaboration des CPGE, des deux établissements scolaires et les échanges entre les professeurs. À ce titre, les professeurs du lycée d'excellence effectuent actuellement un stage d'immersion et de formation. Des binômes donc disciplinaires sont formés pour des échanges de cours et la mise en place d'évaluations communes et de concours blancs. Également dans l'actualité, la République de Djibouti a célébré pour la première fois la journée internationale de sensibilisation au vautour le lundi 11 septembre à Dikil. Cet événement mondial à observé donc annuellement vise à sensibiliser le public aux oiseaux nécrophages, ceux qui se nourrissent de carcasses. La journée a été présidée par M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable, en présence du préfet adjoint de Dikil et de Hussein Abbas. L'événement a réuni des représentants locaux, des associations, des organismes gouvernementaux, des religieux et des coopératives agricoles de la ville de l'Unité. L'importance cruciale des vautours pour l'écosystème et la santé humaine a été soulignée lors de cette journée. Ces rapaces donc jouent un rôle essentiel en éliminant les carcasses, prévenant ainsi la propagation de maladies chez la faune sauvage, le bétail, en évitant la contamination de l'eau. En tant que maillons finaux de la chaîne alimentaire, les vautours peuvent également indiquer la qualité de l'environnement. Écoutez le préfet adjoint de la ville de Dikil. Dédié aux vautours. Je tiens également à remercier les participants, malgré les occupations, qui nous ont honorés de leur présence. Donc, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer la journée internationale des sensibilisations, spécialement dédiée aux vautours. Donc, vous êtes ici pour savoir, apprendre
quelle est la nécessité de conserver les vautours et autres espèces du même genre, afin que vous puissiez prendre en considération la nécessité de conserver et de protéger cette espèce. Donc, parce qu'il y va aussi, comme vous le savez, du fonctionnement de la biodiversité et de l'écosystème. Donc, je pense qu'au terme de cet atelier, vous allez acquérir un maximum de savoir et ce qu'il faudrait savoir sur le fonctionnement et l'utilité de préserver cette espèce. Donc, je vous souhaite bonne chance et déclare ouvert cet atelier. Merci beaucoup. Voici à présent le mot prononcé à cette occasion du conseiller technique du ministre de l'Environnement. Avec un grand honneur que je prends la parole à cette tribune, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, et pour présider aussi la cérémonie d'ouverture de cette importante journée de sensibilisation au futur. L'objectif principal de cette journée est de présenter le futur des Djiboutiens pour vocation de communication et de sensibilisation des publics sur la future, et aussi ainsi que des sensibilisations au futur et de mettre en avant la nécessité de la conservation du futur et leur importance écologique. Je voudrais souligner ici que le ministère de l'Environnement et du Développement durable attache une importance particulière à la conservation de l'environnement des terrestres et marins. L'environnement de Djibouti est un patrimoine national, partie intégrante du patrimoine mondial. Sa préservation doit constituer des effets d'un intérêt primordial à l'échelle locale, nationale, régionale et internationale pour garantir les besoins d'une génération actuelle et future. Notre pays est confronté à divers problèmes environnementaux. La désertification, les effets du changement climatique, la dégradation de l'environnement, les inondations, la gestion des ressources en eau qui sont menacées par des pressions anthropiques, forts résultats de la croissance démographique et de l'urbanisation. Il est donc indispensable de sensibiliser la population sur l'importance de la conservation de l'environnement. Au Maroc, le bilan du séisme s'alourdit avec plus de 2900 morts et au moins 5530 blessés. Le roi est au chevet des victimes dans les montagnes reculées de l'Atlas et la course contre la montre pour retrouver des survivants. 5 jours après le plus puissant séisme jamais enregistré au Maroc, plus de 2900 personnes ont trouvé la mort et au moins 5530 blessés, des familles entières décimées et des villages rasés, coupés du monde, où l'aide arrive par hélicoptère. Les autorités marocaines ont sollicité plusieurs pays étrangers comme l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a rendu visite aux blessés et donné son sang. Au moins 3800 personnes ont trouvé la mort à Derna en Libye après le passage du cyclone Daniel. L'arrivée des secours est compliquée par l'accès limité aux zones sinistrées et aux pannes d'électricité. Des corps alignés par dizaines le long de la rue à Derna, 4 jours après les inondations dévastatrices survenues dans l'est du pays. Le bilan dépasse désormais les 3800 morts selon le ministère libyen de l'Intérieur. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Agréable suite de programme sur Télé Djibouti.